Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 juin et c'est la dernière émission de 9h50 le matin de la semaine qui commence avec encore un chouette programme. On commence avec la psycho, une chronique qui va nous parler vacances. Les vacances, ça se passe aussi en famille. Bonne ou mauvaise nouvelle, à chacun de voir. En tout cas, on découvrira tout ça avec notre psychologue Marilène Gauvin. Dans un deuxième temps, nous parlerons aéronautique avec Jean-Marie Thomas qui nous racontera en Picard l'histoire des frères Caudron, ces pionniers de l'aéronautique qui sont originaires de la Picardie maritime. Enfin, pour clore cette émission, nous vous ferons découvrir cet ouvrage, le Nord et le Pas-de-Calais, les deux départements tout en haut des Hauts-de-France, qui seront à découvrir à travers la carte postale ancienne. Ce sont des genres d'ouvrages qu'on adore dans cette émission. On vous fera découvrir avec la libraire Sophie Dumortier. Mais pour l'heure, place à la caméra extérieure pour une émission absolument exceptionnelle à mi-chemin entre les airs et l'aéroport du Bourget. C'est Thibaut Risman qui nous explique ça tout de suite, qui vous présente ce programme exceptionnel. Bonjour Thibaut. Bonjour Gontran, bonjour à tous, bienvenue à Toulouse. Pourquoi Toulouse, me direz-vous, alors qu'on présente 9h50 le matin Picardie? Eh bien tout simplement parce que voici le dernier né d'Airbus, le 350 000, la version rallongée de cet avion qui représente l'avenir réel avec l'Airbus 380 de l'aéronautique et du groupe et du constructeur français, Airbus évidemment. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse et pourquoi sommes-nous ici? Tout simplement parce qu'on va venir vers vous au Salon du Bourget avec cet avion dans un instant qui nous intéresse parce que la partie avant est fabriquée à Méholt en Picardie, vous le voyez, de la porte passager ici avec la passerelle, au cockpit, jusqu'au nez de l'avion. Tout ça, made in Picardie, quand la Picardie s'exporte dans l'aéronautique française, et bien c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission tout à fait exceptionnelle. On va monter dans l'avion, 30% de moins de consommation de carburant et 52% de composite. Voilà les chiffres intéressants de cet avion. On ne va pas se gêner, allons dans le cockpit pour assister au décollage. A tout de suite. Et on reste encore sur ces quelques images exceptionnelles à la découverte donc du cockpit de l'A350, des images réalisées à Toulouse par Thibaut et Franck Moati qu'on retrouvera tout à l'heure dans cette émission. Pour l'heure, place à la météo avec, vous l'avez vu peut-être ce matin, quelques nuages qui commencent à parcourir le ciel ce matin et qui permettent effectivement un petit peu de faire redescendre le thermomètre. Rassurez-vous, ces nuages vont se dégager petit à petit dans la journée et nous permettre de redécouvrir un très joli ciel cet après-midi avec quand même encore quelques rafales. La baisse de température est spectaculaire quand même puisque c'est une dizaine de degrés en moins par rapport à ces derniers jours avec des températures qui monteront quand même jusqu'à 27 degrés dans le sud de l'Aisne. Pour cet après-midi, pour ce week-end, pardon, eh bien écoutez, mi-figue, mi-raisin, avec samedi une onde faiblement perturbée sur la région qui se traduit donc par une couverture nuageuse importante avec des ondées faibles et rares sur le littoral en soirée. Pour dimanche, à noter quelques pluies dans l'Aisne, voilà, et un ciel encore un petit peu nuageux, mais rassurez-vous, ça devrait rester quand même au niveau des températures à peu près au-dessus des températures normales de saison. Bonjour Julien. Bonjour Gontran, on va peut-être un peu mieux respirer du coup. Eh ben c'est ça, c'est l'avantage. J'ai pas besoin de dire aux téléspectateurs de mettre de la crème solaire. Ça va être beaucoup plus simple. On va respirer aujourd'hui et ce week-end. Et c'est peut-être l'occasion d'aller se faire une belle balade du côté de Rambure. Je vois qu'il y a une jolie photo sur votre tablette. Pourquoi pas, avec un ciel plutôt dégagé. C'était du temps, il faisait beau. C'est Émilie qui nous a envoyé quelques photos du château de Rambure et de la roseraie. Voilà, avec quelques roses magnifiques en lien avec la chronique d'Olivier d'hier. Eh ben écoutez, avec de jolies photos qu'on envoie, on l'affiche à l'écran à 9h50 France TV, 9h50 Picardie @francetv.fr. À midi, on a dit que Thibaut nous proposait une émission exceptionnelle. Ce sera le cas aussi à midi pour le journal. Oui, tout à fait. Un journal en direct au Bourget présenté par Dominique Patinec. Et concernant l'actualité, Michael Guillot et Nicolas Corcel iront suivre la grève à la fonderie Boutet à Beauchamp dans la vallée de la Brelle. Les salariés sont inquiets suite à l'annonce de leur direction jeudi 15 juin. Qui prévoit de supprimer entre 14 et 16 postes et l'abandon de la prime du 13e mois pour l'ensemble des salariés. Un sujet à découvrir dans le journal qui sera lui présenté par Delphine Dubourg pour la partie actualité hors Bourget. Voilà, juste après, donc comme vous le disiez Julien, juste après Delphine passera la main à Dominique Patinec qui présentera une page spéciale en direct du salon du Bourget. Émission exceptionnelle, journée exceptionnelle. Alors, on a décidé de
de vous offrir des cadeaux. Allez, c'est la fête, parce que ce week-end se passe aussi un événement du côté de Sémont dans l'Aisne. Sémont, c'est à quelques kilomètres de Soissons, le festival Picard avec de grandes têtes d'affiche, Trio, Olivia Ruiz ou encore des Inspector Clouseau. Eh bien, nous vous proposons 9 passes pour 2 personnes à gagner pour ce festival qui commence aujourd'hui et qui se poursuivra demain. 9 passes, c'est tout simple pour les gagner. Vous nous envoyez un mail à 9h50picardie@francetv.fr et puis voilà. Et puis simplement, les 9 premiers mails seront les gagnants. On renverra tout ça à l'organisation et vous pourrez profiter de cette programmation encore bien sympathique à Sémont. Julien vous a montré le site internet. Si vous voulez revoir un peu tous les détails de cette programmation, c'est sur le site internet. L'adresse peut-être du site ? L'adresse du site www.festival-picard avec un s.com. Eh ben voilà, l'info est donnée, donc n'hésitez pas. Je vais écrire, moi, envoyez votre mail. Vous en mettez 4 Ouais, c'est un bon festival. Non, sérieusement, c'est que pour vous, c'est pas pour nous, on n'a pas le droit. Voilà, c'est l'heure de retrouver Thibaut qui, vous l'avez vu, est monté dans la 350. Eh ben ça y est, c'est l'heure du décollage. Allez, nous voici comme prévu dans le cockpit, prêt à décoller pour le Bourget. On est attaché avec la ceinture. Regardez, ça se passe juste devant. On est à Toulouse, dans le cockpit de l'Airbus 350. Le décollage est imminent pour un petit peu plus d'1h15 de vol. C'est parti. Allez, nous voici donc à l'intérieur de ce cockpit Gontran. On est pile à la verticale de Périgueux, très exactement, à l'intérieur de la pointe avant fabriquée donc à Méholt en Picardie. On va quitter cette pointe avant pour se rendre dans la partie arrière de l'avion. Allez, c'est parti pour la visite. Tout ça en train de survoler Périgueux tranquillement. Nous voici donc dans la partie avant. C'est-à-dire que la fin de la pointe avant fabriquée en Picardie s'arrête ici. Toute cette partie avant est fabriquée donc à Méholt. Nous voici donc dans la partie business de cet avion et c'est un avion d'essai en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la version commercialisée et la version que l'on va retrouver un petit peu partout parce que cette partie de l'avion là est bardée d'électronique. Vous pouvez voir par exemple sur ce siège là, il y a des indicateurs qui mesurent l'air ambiant, le niveau sonore. L'avion, vous pouvez le constater, est extrêmement silencieux. On n'a pas besoin de forcer la voix, contrairement à un avion classique. Voilà, mais c'est étroit un avion en même temps, alors forcément on se perd un petit peu dedans. Là, on va garer, Franck, ici. On va faire demi-tour et nous voici dans la partie économie. Toujours avec ces capteurs un petit peu partout. Et regardez, il y a quelque chose d'assez incroyable sur cet avion, mais il faut se rendre de l'autre côté. Pardon Franck pour la caméra. Il faut se rendre de l'autre côté parce que ici vous avez le bout de l'aile que vous pouvez voir qui est en train de se relever en fait avec l'aérodynamisme de l'aile. On continue donc notre visite de cette cabine pour aller dans le deuxième cockpit de l'avion. Parce que c'est un avion d'essai. Et comme c'est un avion d'essai, il y a le cockpit à l'avant que vous avez pu voir. Et le deuxième cockpit véritablement, qui est ici, dans le dernier tiers de l'avion, avec Bruno Hernandez qui est ici, avec la chemise à carreaux, qui est le directeur du programme 350. Bonjour Bruno, merci de nous recevoir à l'intérieur de votre avion. Finalement, on peut dire que c'est le deuxième cockpit ici. Bonjour, c'est un outil de travail très important pour effectivement les ingénieurs navigants qui monitorent tout de cette station pendant le vol. Oui. C'est vraiment on est dans le dernier né de d'Airbus. C'est vraiment l'avenir du groupe, cet avion 350. Ah oui, c'est un avion très important pour se situer sur le marché du long range au niveau des avions à long rayon d'action. Donc c'est très important, oui, de rendre ce bébé disponible pour les passagers très rapidement. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est la partie avant, la pointe avant, cette fameuse pointe avant. On a eu la chance tout à l'heure de faire le décollage de l'avion et on s'est vraiment fait la remarque du silence qui règne dans cette pointe avant. Est-ce que c'était calculé? Et j'imagine que c'était voulu.
Ah oui, bien sûr, l'acoustique, ce qu'on appelle l'acoustique, donc le bruit dans la cabine, est un élément majeur au niveau de la compétitivité des avions. Donc on a une attention particulière sur l'acoustique dans l'avion, oui. Un petit mot sur la Picardie. Il y a la Picardie dans cet avion. Ça fait partie du cœur aussi d'Airbus de faire travailler comme ça tous ses sous-traitants et toutes les personnes qui sont implantées dans la région et qui travaillent à la réussite de cet avion. Oui, c'est très important, particulièrement donc, sur la pointe avant, l'ensemble, on appelle ça la section 11-12, qui est un élément commun en termes de production, en termes industriels. C'est un outil majeur pour la famille A350, puisque cette pointe avant est identique industriellement pour la version A350-900 et la 350-1000. Alors techniquement, est-ce qu'on est capable de, comme ça, de faire une distinction, de dire quelle est la particularité finalement de cette pointe avant par rapport à une pointe avant de 380 ou de 330, 340 ? Il a une forme quand même particulière cet avion. Ah oui, déjà il a un beau look, vous avez vu. Ensuite, au niveau du cockpit, il y a toute l'instrumentation les pilotes adorent cet environnement. Donc effectivement, il y a eu une attention particulière et il est de la nouvelle génération pour les pilotes. Merci beaucoup. Juste, quelle est votre place préférée ici dans cet avion ? Ah, moi ici, j'aime bien être ici parce que j'ai commencé ma carrière aux essais en vol et donc monitorer là, ça me plaît bien. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Dans cet avion, il y a quand même pas moins de 366 passagers en portable. C'est immense. A tout de suite, on atterrit au Bourget, Gontran, et on se retrouve au pied de l'A380, le géant des airs chez Airbus. A tout de suite en direct. La 350 000 au départ de Toulouse vient de se poser sur l'aéroport du Bourget. On retrouvera Thibaut dans quelques minutes pour cette émission absolument exceptionnelle qu'il nous propose aujourd'hui. Pour l'heure, c'est le moment de refaire un petit sommaire de cette émission. On va commencer avec la rubrique psycho, avec Marilène Gauvin qui nous parlera des vacances en famille. Bonne, mauvaise nouvelle, comment ça se passe, comment on s'organise notamment entre les générations. On parlera ensuite un petit peu en Picard avec, vous avez vu, on a parlé d'avion avec la 350, on parlera des tout débuts de l'aéronautique avec les frères Caudron. C'est Jean-Marie Thomas qui nous raconte tout ça. Les frères Caudron, bien sûr, originaires de la Picardie maritime. Et puis pour terminer cette émission, nous vous proposerons de découvrir cet ouvrage, si je l'enlève de mes fiches, voilà, Nord-Pas-de-Calais, à travers la carte postale, un bel ouvrage que nous propose de découvrir aujourd'hui Sophie Dumortier, libraire à Amiens. Bonjour Marine Gauvin. Bonjour Gontran, bonjour Julien. Alors les vacances, c'est la fête. Quand on est en famille aussi, ça peut être sympa. Alors, je ne suis pas sûre, Gontran. Non. Je ne suis pas sûre. Enfin, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. C'est l'idée première. Bon, les vacances, ça rime quand même avec la détente, avec le plaisir, avec l'idée de se retrouver et de partager. Le repos. Le repos, bien évidemment. Le point commun qu'on peut avoir, effectivement, c'est qu'on ne travaille plus, donc on est en repos et qu'on va aller chercher du plaisir. Alors, la question quand même des vacances en famille est une vraie question. On va le voir sur plusieurs angles. Alors, je dirais, par exemple, voilà, première vacances avec bébé. Voilà. Il y en a qui voilà, sont première concernés vacances par avec ces bébé. sujets. Voilà. La relation à trois, c'est nouveau, mais c'est inconnu. Alors, à la fois, on est exalté à l'idée qu'effectivement, ça va être les premières vacances avec bébé, mais ça peut être tout à fait source de stress parce que la question, c'est on va où ? Et puis, c'est surtout, il faut tout emmener, tout le matériel. Comment s'organiser, comment s'adapter. Et puis, ça vient aussi chambouler nos habitudes précédentes, puisque avant nous étions deux. Par exemple, on pouvait partir, on pouvait partir en vacances avec un sac à dos. Et là, à trois, on se retrouve avec un coffre comme celui-ci. C'est vrai que Je tiens quand même à préciser qu'effectivement, on va où ? C'est compliqué. On va où, c'est compliqué, surtout avec l'arrivée de bébé, on va où ? C'est-à-dire, on se dit, on va aller dans un lieu quand même où il y a des commodités, où il y a un médecin. Du coup, l'arrivée de bébé, ça peut être aussi une frustration parce que quand on est deux, on va aller à l'étranger, Exactement. on va faire du trekking. Ça veut dire que ça change. Et du coup, on est obligé de dire, maintenant, c'est plus possible. Quoi. Mais l'arrivée de bébé, c'est le début des vacances en famille, puisque la génération est posée. Et puis après, il y a autre chose, c'est d'autres parents, c'est une autre expérience, c'est les vacances, mais avec les enfants qu'on va accompagner à la colo. Et du coup, on va se retrouver à un moment donné à deux,
hein, ou seul. Hein, ou seul, voilà. Et ça, c'est aussi les vacances, c'est source de stress pour ces parents qui vont déposer, voilà, pour la première fois leurs enfants, soit à la gare, soit au bus. Mais c'est assez ambivalent comme sentiment pour le parent, parce qu'à la fois, on est un peu inquiet pour cet enfant qui part, et en même temps, on se dit, voilà, on lui lâche la bride, il va prendre son autonomie. Eh ben, tout à fait. Normalement, c'est le principe, si vous voulez, de détacher la bride, comme vous dites, pour qu'il puisse aller dans l'autonomie. C'est un processus normal. Est-ce que c'est plus... En 2017, on lâche plus facilement la bride qu'en 1950 On a ces images de décolos. C'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est très difficile d'accéder aux colonies de vacances, sauf si les parents ont eu eux-mêmes une bonne expérience de la colonie de vacances. Je pense qu'avant, les colonies de vacances, dans 1950-1960, on mettait facilement les enfants en colonies de vacances. Alors, il y a aussi tout un cliché, des préjugés qui ont véhiculé, disons que les colonies de vacances, c'était pas terrible. Et il y en a d'autres qui ont été plutôt dans le positif, voilà, avec de très bons souvenirs. Hein. Mais aujourd'hui, les parents ont du mal à lâcher leurs enfants. Hein. Justement, est-ce qu'inversement, quand on laisse ses enfants, est-ce que les parents doivent se réhabituer à être tous les deux ? Ah, complètement, c'est une vraie question, de revivre effectivement à deux. Et pourquoi pas imaginer de partir en vacances à ce moment-là à deux, pendant que les enfants sont à la colonie, pour après se retrouver sur un même lieu en famille. Mais bien évidemment, on fonctionne à 3, à 4, et puis soudainement on se retrouve à 2, et là, on a un petit peu oublié, il faut se retrouver. Finalement, c'est un temps qui peut être une soupape aussi bien pour l'enfant qui va avoir son temps à lui, les parents qui vont se retrouver un peu comme des amants et plus comme des parents, et puis qui peuvent se retrouver après. En famille, voilà, en famille. C'est-à-dire du couple parental, on va se séparer, on redevient couple conjugal, et du couple conjugal, on va repasser au couple parental quand la famille se réunit. Et puis après, le plaisir, effectivement, d'être tous ensemble, d'être en famille, de partager des vacances. Alors, avec des jeunes enfants, c'est quand même une vraie réalité. C'est comment on va occuper aussi tous ces jeunes enfants qui sont remplis quand même d'énergie. Donc, d'où aussi cette idée du choix, où est-ce qu'on va aller ? Parce que si on va en pleine campagne et qu'il n'y a aucune activité, là, il faut quand même déborder d'imagination pour occuper toute une journée des jeunes enfants qui ont à peu près 6 ans, 8 ans, voire 4 ans. Hein. Donc, trouver une sorte de point commun qui permette voilà, que chacun s'y retrouve, parce que finalement, il ne doit pas y avoir de frustration. Alors, quand on dit chacun s'y retrouve, parce que les vacances en famille, c'est quand même la rencontre intergénérationnelle, si vous voulez. Hein. On viendra après, justement, à la fin, avec les grands-mères qui peuvent participer aux vacances de famille, parce que, oui, on va s'occuper des enfants, mais il ne faut pas s'oublier non plus, parce que c'est aussi ses propres vacances. Et pendant ses propres vacances, on a aussi besoin, parfois on a envie de lire, on a envie de se reposer, on a envie de découvrir un sport, mais en même temps, il faut s'occuper des enfants. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon d'aborder la famille, parce qu'en vacances, on casse des codes, on ne se couche pas à la même heure, les parents sont peut-être, entre guillemets, plus cool avec leurs enfants. Complètement. C'est un moment où on a le droit de se lâcher. On a le droit de se lâcher, et au niveau des liens, justement, les vacances, c'est un moment important parce que les liens qui, certes, sont déjà posés, si vous voulez, depuis le début, c'est là où on va affiner, où on apprend aussi, si vous voulez, à découvrir ses enfants, d'autant plus qu'on a le temps de les observer, et je pense que c'est très important de se poser parce que quand on est dans le rythme scolaire, le rythme quotidien, on n'a pas le temps de voir comment nos enfants progressent. Or, pendant le temps de vacances, justement, on s'aperçoit que les enfants sont en train de grandir, qu'ils ont acquis certaines choses et qu'on n'avait pas vues précédemment. Alors très vite, on parlait, vous nous avez dit rapidement, on peut aussi passer les vacances avec la génération d'avant. Avec les grands-parents. Voilà. Alors c'est un vrai challenge parce que voilà, il y a les vacances des petits-enfants rien qu'avec les grands-parents, mais il y a aussi les vacances où il y a grands-parents, parents et petits-enfants. Et là, il faut vraiment bien s'entendre parce qu'on s'aperçoit aussi que les rythmes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, petits-enfants, je dirais, c'est, ma foi, encore un peu gérable. Mais on va mettre des ados, Julien, des ados, par exemple. Hein. Les adolescents, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas du tout le même rythme que les parents. Et déjà, rien qu'avec les parents, ça peut être compliqué. Des ados, ça sort le soir, ça dort le jour. Hein. Les parents veulent profiter du temps de vacances, donc se lever plus tôt et profiter. Et parfois, justement, ça peut être source quand même beaucoup de stress, voire de disputes. Mais ça reste quand même des périodes aussi où on s'ammuse, on fait la fête. Et qu'il faut privilégier pour arriver à se poser et puis surtout à affiner les liens interactifs qu'on a au sein de la famille. Merci beaucoup Marilène pour cette bien jolie chronique. Et puis, bonnes vacances. Bonnes vacances. Parce que, avec bébé.
Voilà. Sans les enfants. Pour aussi, voilà. Merci à tous. Enfin, merci à tous. Merci à vous. Merci. Et puis, je n'ai pas encore fini l'émission. C'est l'heure de retrouver Thibaut, qui est en direct. Bah oui, moi, je partais en week-end plus tôt. C'est l'heure de retrouver Thibaut. Alors, je ne sais pas s'il est en direct du Bourget. J'ai pas de... Il est Non. parti en vacances. Il s'est pas posé, finalement. Donc, Bah non, il n'est pas posé. Il s'est pas il posé. s'est pas posé, Non, si, bah on ouais. l'a vu. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Thibaut? Et oui, Gontran, on est de retour ici au pied de l'Airbus 350. Je vous l'avais dit dans le plateau d'avant, pas l'Airbus 350, l'Airbus 380. Ça, c'est de votre faute, Jacques, parce que vous m'avez autorisé à monter dans ce 350 et depuis ça, je suis comme un dingue et je ne vois que du 350 partout, alors que le 380 est énorme. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Vous êtes Et toujours effectivement, notre- vous avez eu les deux, le 350, le 380. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est le 380 qui est présenté sur le statique. Avec toujours cette Picardie et Méholt. On va le remontrer en s'y approchant. Toute cette partie de la porte passager que l'on voit ici jusqu'à vraiment le radome de l'avion est fabriquée en Picardie, made in Méholt. C'est le cas de toutes les pointes avant de tous les Airbus. Et c'est ce qui fait effectivement la force de cette usine formidable, Stelia, en Picardie, qui existe depuis plus de 80 ans, puisque c'était l'ancienne usine Pothèse, autrefois. Il est quand même magique cet avion, on ne s'en lasse pas de le voir, il est majestueux, il est énorme. Je ne vais pas encore une fois me priver de lui caresser le bidon, le ventre. C'est un avion magique, c'est un avion qui ressemble et qui est un peu votre carte de visite finalement chez Airbus. C'est le vaisseau étendard. On aimerait en vendre davantage, c'est un secret pour personne, mais c'est un avion extraordinaire. C'est un avion qui répond aux problématiques du transport aérien, puisqu'il emporte maintenant, avec les nouveaux équipements, plus de 577 passagers C'est énorme. avec 3 classes. Donc c'est un vrai avion très apprécié des passagers. On a lancé un site qui s'appelle iFly S80. Ça permet aux passagers qui le souhaitent, quand ils vont d'un point A à un point B n'importe où sur la planète, de dire « je veux voler sur la 380 Ah oui, et il y de a une demande choisir vraiment. la compagnie Ah oui, qui va leur garantir de voler sur cet avion, sur ce trajet. quand on voit ça, L'entrée d'air. ça paraît dingue, ça paraît dingue. Ça, faut bien imaginer que le diamètre de ce réacteur, ça correspond au diamètre d'un avion classique finalement, un 320. À 20 cm près, c'est le diamètre d'un A320. C'est incroyable. Donc c'est effectivement très spectaculaire. Et la pièce est faite d'un seul morceau. Cette pièce en carbone Mhm. permet aussi d'atténuer considérablement le bruit. Donc c'est un avion sur lequel on a extraordinairement innové. Et ces innovations continuent. C'est ce qu'on propose aujourd'hui aux compagnies aériennes, puisqu'on rajoute 80 sièges sans réduire l'espace de chaque passager. Voyons-le en vol cet avion, parce que on le voit comme ça au sol, il est hyper imposant. Mais alors, dans le ciel, c'est un petit oiseau, c'est un petit moineau. Il est magique. C'est presque un moineau de 500 et quelques tonnes. Comme ça, on va monter en attendant pour aller voir à l'intérieur, évidemment, de comment il se compose. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aimeriez le vendre un petit peu plus. C'est vrai qu'il n'est pas facile à vendre parce que c'est une énorme machine. C'est surtout que les compagnies, parfois, opèrent sur des aéroports qui ne sont pas forcément tous encore prêts à pouvoir accueillir une telle machine. Alors, quand on rentre dans l'avion, il paraît qu'il y a marqué Méholt quelque part. Il y a une plaque. Alors là, ça va être compliqué de la trouver, mais c'est la signature de la Picardie sur cet avion. C'est bien sûr la pointe avant, comme je le disais, comme pour tous les Airbus, puisque toutes les pointes avant d'Airbus sont faites en Picardie, dans l'usine Stelia à Méholt. Donc là, on est à la maison. On est en Picardie, là. Voilà. On est en Pile Picardie. poil ici. Et quand on rentre dans le cockpit, il faut bien imaginer qu'à j'allais dire à Stéholt, à Stelia, à Méholt, et fabriquer cette pointe avant sans l'équipement. Hein. Avec une partie des équipements, mais pas tout, puisque c'est au moment de l'intégration sur la chaîne d'assemblage finale à Toulouse qu'on met beaucoup d'équipements à bord. La limite est à peu près, oui, alors c'est à peu près par là, je pense, Elle se situe de tout ce qui est fabriqué à l'avant, avec le premier tronçon. cadre. Avec le premier tronçon. C'est important pour vous, Airbus, comme ça à Toulouse, de savoir que toute une partie de la France, en l'occurrence là, Méholt, mais Saint-Nazaire aussi, Toulouse, Hambourg, l'Angleterre, travaillent, chacun apporte sa pierre à l'édifice La finalement. force d'Airbus, c'est d'avoir conçu il y a 50 ans un dispositif avec des collaborations absolument européennes en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en France.
et chaque usine est spécialisée dans une partie de l'appareil. Très bien. On voit aussi, alors là c'est l'avion d'essai, avec des câbles partout, ça permet de voir un petit peu la structure de l'avion. J'aurais juste qu'on se rapproche de celui-là, parce que ça aussi, ça peut être l'avenir. Le 380+, c'est-à-dire que c'est la même structure de l'avion, mais plus longue. Non, Non, ça n'est pas un avion plus long, c'est un avion sur lequel on a apporté tout un tas d'aménagements dans la cabine et sur les voilures qui permet à la fois d'économiser 4% de fuel sur les vols et également pour les compagnies d'avoir 13% d'économie par siège, donc par passager, de coût d'exploitation. Donc c'est vraiment un plus pour les compagnies aériennes. On va terminer avec un petit mot aussi sur l'Airbus 350. J'y reviens parce qu'encore une fois, on a pu voler. On va voir quelques images de cet avion. Il a pas du tout la même morphologie en termes de pointe avant que les autres avions que vous proposez, peut-être le 380, mais il est très coupé de l'avant en fait. On a l'impression qu'on va chuter du cockpit. En permanence, nos ingénieurs essaient d'améliorer l'aérodynamisme. Effectivement, il y a cette différence de morphologie sur la pointe avant de la 350 qui est d'autant plus marquée qu'on lui a mis des espèces de lunettes de soleil. Le cockpit est dessiné différemment et donc ça change la pointe avant. Mais ça rappelle un peu aussi la pointe avant qu'avait la Caravelle à l'époque. Donc finalement, en permanence, il faut savoir s'inspirer aussi du passé. On revient aux valeurs. Pour regarder où est-ce qu'il y a un avantage. Ouais. Et sur le dessin de la pointe avant du 350, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de faire cette modification qui est tout à fait significative en termes d'aérodynamisme. Très bien. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir accompagnés dans cet avion. Avec plaisir. Pour ne rien vous cacher, Gontran, on est à l'intérieur de l'avion parce qu'à l'extérieur, on a la visite surprise du Premier ministre qui est venu vous voir, qui est en train de faire la visite. Et du coup, ça chamboule tout le planning. Nous sommes obligés de nous adapter, mais c'est la loi sur le Salon du Bourget. Allez, à tout de suite, Gontran. On se retrouve en direct avec Dominique Durand, le directeur général de Stelia Améol, qui va nous parler évidemment de la Picardie et de leurs avancées main dans la main avec Airbus. À tout de suite en direct, À tout de suite, Gontran. Thibaut. À tout de suite en direct dans quelques minutes à l'aéroport du Bourget. Alors, on a vu cet avion. S'il y a bien deux personnes qui auraient rêvé devant cette mécanique, hormis Thibaut Rissmann, c'était bien les frères Caudron. Mais évidemment, ils n'ont pas eu la chance de le connaître puisqu'ils vivaient il y a 100 ans. Bonjour Jean-Marie Thomas. Bonjour Gontran, les bonjour Julien. frères Caudron, les frères Caudron, évidemment, c'est pionniers de l'aviation made in Picardie, parce qu'ils étaient originaires de Rue. C'est ça. Oui. Alors, si chez moi, tu as de l'aviation comme Blériot, la TECOR, Dassault ou bien encore Potez, chez toi, des ingénieurs, des ingénieurs, il y a la Gramindotte qui s'y ont mis uniquement sur le tas. Quoi. Ils ont commencé à faire comme eux parce qu'ils voulaient te faire comme Icar. Ils voulaient te voler comme chez Moigneux. C'est ce qu'ils ont fait chez Frères Caudron, qui sont nés natifs de Favière, un petit village à côté de Rue d'Ange-Pontu, en 1880. Alors, chez toi, des fieux d'un riche cultivateur incensier. Et puis, ils étaient arragés et touches qui volaient, touches et machins volants. Elles intéressent. Puis, en 1908, ils ont foué un avion. Ils avaient commandé ce moteur, mais une fois que l'avion fini, le moteur était tout pas arrivé. Alors, puis ils ont attendu quelques mois, puis en 1909, quelques mois après, ils ont dit bon, faut quand même essayer. Ils étaient épinés, impatients de savoir s'ils volaient ce machin. Quoi. Donc ils ont pris ce jument de ferme, Luciole, ils l'ont attelé à cet avion, et puis René il s'est mis à chez Manette, il a donné un coup de cachoire à ce jument qui est parti. Et puis, cet avion, il s'est mis à décoller devant les yeux ébebis et tout chez Babal, qu'ils étaient là en route arbeilleux, quoi. Alors, et on comprend qu'ils étaient étonnés. On peut revoir bien la photo avec la jument qui tire le cheval en plein écran. C'est assez spectaculaire. Ouais. Voilà, ça se passait comme ça il y a une centaine d'années pour faire décoller un avion. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, le moteur, il est arrivé, ils l'ont mis, et puis ils ont commencé à faire quelque chose de plus. Chez toi, le début de l'aventure et de Caudron. Mais chez frères Caudron, Gaston et René, ils n'ont pas voulu en rester là. Ils voulaient être anser des avions, ils voulaient être fabriquer des avions. Et puis, ils ont busy un chomolet, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, eh bien, mieux de fouer des avions, mais qu'est-ce qui va zacateux? Pour zacateux, il faut savoir piloter.
Donc ils se sont dit, nous allons faire une école. En 1910, au Crotoy, ils ont bâti une école pour apprendre chez gens à piloter. C'est courant à l'époque, une école d'aviation? Non, chez toi, je suis au premier au monde. Je suis au premier au monde. Ouais. Et donc, ça a eu... Ouais, a été un succès du diable. Il y a eu Graman jeunes qui sont venus, on voit chez Hangar, là. Et puis, parmi il y avait Graman jeunes, puis il y avait tout Graman femmes. Alors, il y a eu un particulier, Adrienne Bolland, qui est une femme qui a traversé, elle a trécopé le cordillère des Andes en 1921. Et puis, il y a eu et tout, Bessie Coleman, on vient de le dire. Voilà, Bessie Coleman, je suis la première femme noire américaine qui a appris le français exprès pour venir passer son brevet de pilote chez Caudron au Crotoy. Oui, parce qu'à l'époque, elle rêvait d'être pilote, mais aux États-Unis, avec la ségrégation, c'était impossible. Et en plus, elle était noire. C'était complètement impossible. Elle ne pouvait pas aller. Donc, chez l'école du Crotoy, elle va avoir un succès du diable. Mermoz, il va venir apprendre et tout ici, quoi. Mais chez Frère Caudron, ils voulaient tous faire un mollet remercier. Ils voulaient qu'on perd les deux dans le monde entier. Alors, ils ont commencé à participer à des courses qui faisaient à droite, à gauche, comme eux, des courses qui gagnent à l'eau bien. Puis ils étaient un mollet, un mollet provocateur. Ils provoquaient la presse, chez Journal, comme on dit. Ils disaient, par exemple, qu'ils allaient aller se poser dessus de Mont Blanc, ou bien qu'ils allaient aller se poser dessus chez Galerie Lafayette à Paris. Alors eux, ils l'ont fait un vrai qui est né plus tard. Voilà. Donc chez tout comme eux. Alors ils se sont fait remercier, ils ont été connus presque tout partout, sauf qu'en somme, en 1914, l'Algérie, elle va s'avoir éclater. Alors le coup d'arrêt. Chez l'atelier de rue, l'atelier, il est déménagé un bout à Issy-les-Moulineaux, l'autre bout, il est déménagé à Lyon. À Douc, l'un de ses deux frères, Gaston, il s'en va se tuer en essayant un nouveau avion. L'entreprise Caudron, elle reste là. René, il reprend Cordieux, il reprend la direction. Mais l'entreprise, elle marchait bien, elle est poustichée, comme on dit, elle est boostée, parce que chez Avions Biplan Caudron, je suis G3, sur le front de la guerre, il a plein de victoires, il est maniable comme tout, et puis il gagne tous ses combats. Ce qui fait que durant la guerre, 56 escadrilles d'avions, ils vont être équipés d'avions Caudron. Voilà. C'est vraiment un succès du diable. Alors après, une fois nos pays rapurés, la paix est revenue, Caudron, il va continuer à faire des choses avions légers. Et puis, il a fait 28-30, quoi. Mais inter-deux, la guerre, elle n'allait plus si bien. Puis l'entreprise, elle est tout étremée, éparpillée par un tumolet tout partout. Et puis, comme on dit, avec Machaud à Balleux, du côté qu'elle a l'autre chair. On sent qu'elle n'allait plus très bien. Et puis, Caudron, je suis l'inventeur de ce premier hydravion. C'est lui qui a inventé l'hydravion, Caudron et tout. Je suis l'inventeur de l'hydravion, il n'a plus de gingin. Il n'a plus d'imagination. Et puis, il ne rapince plus non plus l'avenir. Il n'a plus de vision d'avenir. Ce qui fait que durant cette crise de décarsure 1929, ils vont être escoffiés pour du bois. Ils vont être racatés par Renault en 1933. Et puis, l'entreprise, l'aventure Caudron, elle est rendue, elle est finie, après avoir fabriqué quand même plus de 10 000 avions dans le vie, quoi. Voilà la vie de chez Frère Caudron. Il y a un mot simplement pour dire qu'il y a un très beau musée à Rue qu'il faut aller voir, où il y a des gens très sympathiques qui vous expliquent bien toute cette histoire-là. C'est vraiment très à voir. L'histoire des Frères Caudron. On vous a dit que ça s'est fini, mais voilà, leur rêve s'est poursuivi. Voilà. Et la plus belle preuve que leur rêve s'est poursuivi, c'est qu'il y a encore des avions aujourd'hui, des plus beaux avions, et c'est justement ce qu'on va vous montrer dans quelques minutes. Merci beaucoup Jean-Marie Thomas pour cette chronique. Merci Jean-Marie. Thibaut, c'est l'occasion de retrouver donc Thibaut, je vous le disais, en direct du Bourget, à côté de Paris. Thibaut, on le disait à l'instant, le rêve des frères Caudron ne s'est jamais arrêté, il n'a fait que décupler, et vous en êtes la preuve aujourd'hui avec ce magnifique avion derrière vous. Tout le monde rêve ici au Bourget-Gontran, même si on parle business, on parle gros chèque. Tout le monde a des étoiles dans les yeux quand on voit les avions qui nous entourent ici. Même le Premier ministre qui était, mais alors, à 10 mètres de notre plateau, qui était en train de visiter l'Airbus 400M qui est sur notre gauche et qui a jeté un œil sur le 380 qui est derrière nous, mais il vient juste de partir. Donc du coup, on n'a pas pu avoir l'image en direct, d'où notre changement de programme un petit peu chamboulé ici. On est avec Dominique Durand, directeur général de l'usine Stelia à Méault, puisque je vous rappelle qu'on parle évidemment de la présence et de l'importance de la Picardie dans le paysage aéronautique français.
Merci Dominique d'être là. C'est un petit peu compliqué là en ce moment avec la visite du Premier ministre, mais vous avez réussi à nous rejoindre. Stelia en Picardie, c'est incontournable, évidemment. Stelia en Picardie, Stelia Aerospace en Picardie, c'est incontournable. C'est 1600 emplois aujourd'hui, 740 points avant délivrés l'année dernière pour notre client, à la fois Airbus mais aussi Bombardier. Bombardier, oui. Donc effectivement, un élément essentiel dans l'économie locale. Avec un gros joujou qui s'appelle le Airbus 350 que l'on a vu au tout début de cette émission et dont vous équipez la pointe avant. On en a beaucoup parlé, on va le voir au sol cet avion. D'abord il est beau, il a une très belle ligne et on distingue tout de suite cette pointe avant qui est particulière. Hein. Effectivement, d'autant plus que nous l'exposons sur notre stand ici au Bourget. Oui. Cette particularité de cette pointe avant, c'est qu'effectivement elle associe aujourd'hui des nouveaux matériaux pour nous, c'est-à-dire des composites. Donc c'est une force aujourd'hui que nous avons développée et des moyens que nous avons développés depuis quelques années maintenant sur Meholt et qui nous permet encore une fois de nous projeter sur d'autres avions futurs, on l'espère. Quand on le voit voler, cet avion à l'image, il a une forme tout à fait originale. Et alors la particularité, effectivement, c'est cette pointe avant qui est extrêmement coupée. On en a parlé tout à l'heure avec Jacques Rocal d'Airbus. C'était une nouveauté. C'est ça l'avion du futur finalement? Écoutez, oui, avec un cockpit effectivement revisité qui permet aux pilotes d'avoir une vision un peu plus grande et un peu plus, comment dirais-je, élaborée sur la piste. Et pointe avant, donc encore une fois, sur le cockpit métallique, oui. Et qui est aujourd'hui effectivement pour nous un avenir important pour le site de Stelia Meholt. On en a parlé justement au pilote d'essai de cet Airbus 350, Hugues van der Stichel, et vous allez voir que ce cockpit tout nouveau, eh bien lui-même, pilote d'essai, ça ne le laisse pas indifférent. C'est un cockpit totalement différent des autres. Alors il est différent des cockpits anciens, mais il est très proche du 380 que vous voyez derrière. Donc les cockpits sont cousins, avec les dernières modernités sur celui-là. Mais effectivement, il est très silencieux, ce qui est important pour les vols très long courrier. Et il a cette forme tout à fait particulière. On a l'habitude de voir des cockpits avec un nez un petit peu plus long. Là, on a l'impression qu'on va tomber du cockpit dans le vide finalement. Alors, le cockpit est assez pentu, mais s'il est optimisé pour réduire la traînée, il est optimisé pour le Mach de croisière 85. Si vous regardez le 380, c'est à peu près similaire, mais effectivement, il est pour la croisière, pour la traînée, mais également pour permettre la plus grande visibilité aux pilotes pour l'atterrissage. Et voilà, ça leur change la vie, ce nouveau cockpit finalement. Alors maintenant, on va parler du Beluga, parce que le Beluga, c'est vraiment l'avion que les Picards adorent. C'est vrai qu'on le voit régulièrement passer au-dessus de nos têtes. Dès qu'on entend un bruit d'avion, tout le monde s'arrête, on se dit hey, il n'y aurait pas le Beluga qui passe. Et alors ce Beluga, il a une drôle d'histoire parce que c'est lui qui transporte les pièces évidemment. Exactement. Mais il est en train d'être rénové, il se fait une petite beauté, il va devenir version XL. Alors comme vous disiez, effectivement, on le voit souvent sur Meholt et c'est un élément essentiel de notre dispositif pour l'aspect logistique puisque nous livrons effectivement les pointes avant notre client par le Beluga. Et quand on dit on le voit souvent, c'est 3 fois par semaine aujourd'hui et c'est effectivement, comment dirais-je, envoûtant de voir cet avion atterrir et décoller avec nos pointes avant. Alors il est sur une base de d'Airbus 300 actuellement, 330. Non, l'ancienne version c'est l'Airbus 300. Oui. La nouvelle version qui est en train de se fabriquer, c'est une version 330. On va le voir à l'image en vol, ça veut dire qu'il est beaucoup plus long, il a une autre envergure encore cet avion. Hein. Tout à fait. Avec une pointe avant qui est fabriquée. Alors une pointe avant effectivement qui est fabriquée effectivement à Meholt, donc nouveauté pour nous puisque nous l'équipons complètement, entièrement de ces systèmes hydrauliques, mécaniques et électriques. C'est 35 000 heures de travail qui ont été réalisées sur cette nouvelle pointe avant, livrée à l'heure à notre client. Et on voit les images à l'instant, là, des images que vous nous avez fournies. On voit que c'est effectivement la particularité, c'est que d'abord il a une forme particulière, ce cockpit de cette pointe avant, et donc il est en partie équipé. Et ça c'est une nouveauté. Effectivement, c'est une nouveauté pour le site de Meholt, clairement, puisque jusqu'alors nous n'équipions pas les pointes avant. Et là, c'est une nouveauté, vraiment une démarche que nous avons, comment dirais-je, élaborée et comment réalisée avec Airbus à cet instant. Et c'est vraiment une démarche que nous souhaitons compléter sur d'autres avions futurs. Et j'imagine que ça redynamise aussi ceux qui participent à ce genre de projet, parce que ça casse la routine d'équiper un cockpit quand même. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, effectivement, c'est une nouveauté aussi pour les salariés. Vous avez raison. Effectivement, c'est une nouveauté pour les salariés. Nous avons formé une trentaine de compagnons à ces équipements, puisque clairement c'est tout à fait nouveau pour nous et c'est essentiel encore une fois pour l'avenir et ça change effectivement encore une fois du quotidien comme vous le soulignez. On va voir quelques photos aussi de cet avion en vol pour imaginer. Il a la même forme que finalement la structure que l'on connaît et on imagine le voir voler quand? Vous avez une idée? C'est d'ici 2 ans au moins, pas avant. Hein. Effectivement, c'est d'ici 2 ans le premier vol du Beluga et nous avons déjà attaqué la deuxième pointe avant en termes de livraison sur le site de Stelia Aerospace Meholt. Très bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir bravé
les contrôles de sécurité grâce à François Fournier notamment qui était avec vous de Stelia Aerospace à Meholt que j'ai rebaptisé Stéholt tout à l'heure. J'ai fait un compromis, comme ça on réunit les deux. Effectivement. Allez, on se retrouve Gontran dans quelques minutes pour le mot de la fin et vous retrouverez aussi Dominique Durand tout à l'heure dans le journal avec Dominique Patinec. À tout de suite. À tout de suite Thibaut, dans quelques minutes toujours à l'aéroport du Bourget. Alors on va changer d'époque et d'idée avec cet ouvrage que nous allons vous faire découvrir dans quelques instants, Nord-Pas-de-Calais, à travers la carte postale. Bonjour Sophie Dumortier. Bonjour Gontran. Un bel ouvrage encore pour découvrir une région et son histoire à travers un élément finalement assez simple et qui parle à tout le monde, ces cartes postales anciennes. Voilà, alors généralement, c'est vrai que quand on représente un pays ou une région, et généralement, c'est toujours à travers la carte postale ancienne. Alors pourquoi ? Parce qu'on a toujours l'impression d'avoir cette notion de bien-être. On a vraiment de jolies cartes postales, on a l'impression qu'il faisait bon vivre à cette époque. Et d'ailleurs, bon, à travers cet ouvrage, c'est vraiment à l'époque, la belle époque. Donc, on va découvrir à travers 500 quand même cartes postales. Donc, c'est quand même très, très riche en documentation sur une région qui est très unie dans la diversité. On va s'apercevoir que finalement, à l'époque, il y avait énormément d'activités, que ce soit industrielles, artisanales ou au niveau même démographique et pour la population. Elle s'étendait quand même, cette région, sur plus de 200 km et on pouvait compter à peu près 1500 communes. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez important. C'est important. D'assez important. En plus, est-ce que la carte postale était un moyen de faire parler de cette région, de communication, oui, tout à fait. Oui, ça reste un vestige. De toute façon, à travers ces cartes postales, on peut quand même voir comment vivaient les différentes populations. C'était le premier moyen, enfin peut-être pas le premier, en tout cas c'était pas un grand moyen de communication, et de promotion de masse, tout à fait. ces cartes postales. On n'avait pas encore Internet évidemment à l'époque. Alors évidemment, ces cartes postales, elles parlent de la vie de tous les jours. C'est pas simplement des cartes postales touristiques, c'est ça qui est intéressant. On découvre cette vie évidemment qui est à l'époque marquée encore par l'agriculture. Et puis par cette forte industrie qu'on connaît dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Alors, principalement, oui, elle était vraiment très puissante dans le domaine de l'industrie. On commence déjà par les mines, forcément, puisque là, on voit sur les photos les mines, qui étaient vraiment une activité principale, où toute la famille était concernée, aussi bien le papa, la maman et même les enfants. Bon, ils ont limité quand même à partir d'une loi qui avait été passée à partir de 12 ans. À l'époque, on disait 8 ans, mais c'était 12 ans où on pouvait quand même... espérer voir son gamin, c'était déjà très tôt à l'époque. On les appelait les galibots. Donc là, ils remplissaient, ils chargeaient les... On voit une image serrée, c'est vraiment... c'était beaucoup de fierté, mais beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de difficultés. Et on n'avait pas peur de montrer ça sur les cartes postales. On mettait ça en valeur à travers ces cartes postales. C'est aussi l'agriculture, le textile aussi, l'industrie textile. Le textile avec les dentelières, on connaît les dentelières de Calais, on a pas mal... c'était vraiment... Si je les retrouve, les dentelières, je ne les ai plus. Alors, vous allez les retrouver à la page 16. Page 16, voilà, merci. Les voilà, les dentelières. Regardez, très très belle photo posée de ces femmes qui travaillaient souvent à domicile à l'époque. À domicile à l'époque, oui. Il faut savoir que le Nord est vraiment une région très propice à l'industrie du textile. Une petite anecdote, on a à cette époque la naissance de la vente par correspondance. Alors on apprend ça à la page 18 par Joseph Legrand, donc, qui était un dirigeant d'une filature de coton. Et qui donc s'est décidé à faire bâtir un tissage pour drap de lit. Mais lui, il voulait faire vraiment faire profiter tout le monde. Donc il s'est dit tiens, pourquoi pas en faire profiter par un circuit de vente aux particuliers. Mais malheureusement, la guerre n'a pas permis l'extension de ce projet. Et par la suite, vers 1920, il a réussi enfin à faire son projet. Et comme il s'était situé rue de la Blanche-Porte, où arrive donc le fameux la Blanche-Porte. La Blanche-Porte. Voilà. C'est aussi la Redoute. La Redoute avec Charles Paulet qui a eu le même parcours. L'explosion effectivement de ce nouveau type de commerce du côté de Roubaix. On a parlé de l'agriculture. Hein, allez, on va aller page 38. On a parlé de l'agriculture. Elle est où l'agriculture ? Il y a de très très belles photos aussi, parce que pour le coup, le monde agricole est propice à de beaux paysages, à de belles séquences de vie. Voilà, tout à l'heure, on voyait un avion tiré par une jument. Et bien là, voilà, effectivement. C'est aussi le cheval qui est encore
extrêmement important à cette époque dans la vie de tous les jours, dans les travaux Oui, des tout à champs. fait. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de... Bon, déjà, la région est très propice aussi, à l'agriculture. Donc, alors forcément, découlent les travaux dans les champs, après la vie à la ferme, les élevages, les produits laitiers. On voit que tout est un enchaînement finalement à la vie rurale de l'époque. Et que là aussi, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en valeur. Oui, bien sûr, oui. Puis en plus, toute la famille participe. Il y a les regroupements dans les petits villages. Enfin, c'est vraiment très typique des régions du Nord-Pas-de-Calais. Du nord de la France, à cette époque. Ou alors le sud des Pays-Bas. Vous nous disiez, c'est aussi oui. Alors, dans d'ailleurs, l'ouvrage, ils s'amusent à appeler ça le sud des Pays-Bas. Voilà, c'est pas le nord de la France, mais le sud des Pays-Bas. Parce qu'apparemment, c'était une boutade qui avait été remarquée dans le sens où il y aurait eu à une époque, ça a été réapproprié. Tout à fait. Évidemment, le nord, c'est aussi la mer. C'est aussi la mer. Alors, une grande richesse au niveau de la mer. Il faut savoir que Boulogne est le premier port de France au niveau de la pêche et Dunkerque passe au niveau plus commercial, c'est-à-dire au niveau de l'importation, l'exportation, au niveau de... Donc, on peut s'apercevoir également. Donc, alors forcément, les bateaux partent en mer pour la pêche. Sur le port, on attend pour le retour de ces bateaux pour la criée et pour la vente du poisson. Donc, à chaque fois, effectivement, c'est une vie collective qui s'établit aussi. À chaque métier, toute la population y participe. On voit les activités s'établir tout au long de la journée. On va terminer avec, parce que ça aussi, le Nord, c'est la fête, c'est les traditions, le sport. Allez, on va aller du côté de la page 160. Hop, ça c'est vraiment sympa, parce que c'est aussi ce qui faisait la vie en communauté, c'était ces jeux populaires. Les jeux populaires, avec une magnifique photo prise du côté de Brédune village, la gare de Givelde et un groupe d'archers. Regardez comme elle est belle cette photo. C'était vraiment un sport qui était très très répandu. Bon, il y en avait d'autres, il y avait le football, le cyclisme avec le Paris-Roubaix forcément, mais effectivement, voilà, on prenait quand même du temps aux traditions et au sport pour organiser. On aimait quand même la convivialité, donc de ce fait, c'était le moyen de tous se réunir après le travail, après la fatigue, d'avoir des activités. Toutes ces activités. Tout ça est réuni dans cet ouvrage magnifique réalisé par Jean-Pascal Vanove. Voilà, ça s'appelle Nord-Pas-de-Calais à travers la carte postale ancienne à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Sophie de nous avoir présenté cet ouvrage. C'est l'heure de refaire un petit point sur la météo avec, vous l'avez vu ce matin, quelques nuages traversant, mais rassurez-vous, dans l'après-midi, eh bien, ça se dégage. Le soleil reprend ses droits dans notre région avec des températures heureusement en baisse par rapport au début de la semaine qui nous avait un petit peu étouffés. Regardez, les températures ne monteront pas au-delà de 27 degrés à l'ombre du côté de Château-Thierry notamment. Et puis pour le week-end, c'est mi-figue, mi-raisin. On a un petit peu d'ondées, un petit peu de nuages grisonnants, mais rassurez-vous, les températures seront encore une fois plutôt favorables puisqu'elles devraient être 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Julien, un petit point sur l'actualité ? Oui, tout à fait. Eh bien, ce midi, donc, journal en 2 parties. Une partie actualité Picarde et puis une partie en direct du salon du Bourget dans la foulée de ce que vient de faire Thibaut ce matin, présenté par Dominique Patinec. Et dans la partie actualité Picarde, Michael Guillot et Nicolas Corcel iront suivre la grève à la fonderie Boutet à Beauchamp dans la vallée de la Brelle qui est en cours. Les salariés sont inquiets suite à l'annonce de leur direction jeudi 15 juin qui prévoit de supprimer entre 14 et 16 postes et d'abandonner la prime du 13e mois. Donc voilà, une grève et un sujet à suivre dans le journal présenté par Delphine Dubourg ce midi. Avant de redonner la main à Thibaut pour le mot de la fin, je vous rappelle que vous pouvez gagner 9 passes pour le festival Picard à Sémont, dans l'Aisne, c'est à côté de Soissons, un festival de musique actuelle. Au programme cette année, Trio, Olivia Ruiz ou encore des Inspecteurs Clouseau. Pour remporter ces passes pour 2 personnes, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail à 9h50picardie@francetv.fr. Les 9 premiers mails remporteront donc 9 passes pour 2 personnes. C'est donc l'heure de retrouver Thibaut pour le mot de la fin. Ah oui, Gontran, regardez, on est revenu ici sous le pied de cet avion. On ne peut pas s'en lasser. Regardez la grandeur de ce bazar et l'amplitude des ailes. On est juste sur la partie Picarde, fabriquée donc à Méholt par Stelia. Il y a du bruit dans tous les sens, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Je vous cache pas qu'avec la visite du Premier ministre, ils sont en train de lancer des fusées là-bas. En fait, voilà, ils sont en train de faire des essais. En fait, pour vous dire aussi que c'est la première journée ouverte au public à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Vous pouvez voir si vous venez ce 380 qui est au-dessus de nos têtes et l'immense A400M que vous voyez de l'autre côté. On va terminer avec une petite image aussi insolite. On a réussi à faire venir au pied de cet Airbus 380, donc le plus gros avion commercial au monde et le plus gros avion ici présent au Bourget, le plus petit avion du Bourget qui vole tous les jours en vol de démonstration. Vous le voyez à l'image, c'est ce Spitfire blanc et bleu qui a à peu près les mêmes couleurs que l'Airbus 380. Et ce Spitfire, figurez-vous, il est piloté par un Picard que l'on connaît bien, enfin un haut de français, Jean-Marc Dulst, qui était venu sur notre plateau il y a 15 jours sur le plateau de 9h50 le matin pour nous raconter son épopée à travers les États-Unis avec la patrouille de France. Eh bien, il est venu jusqu'ici avec son petit avion, il l'a posé à l'arrière du 380, vous le voyez, le plus petit avion qui rencontre le plus gros avion commercial du monde. Voilà, Gontran pour cette émission tout à fait particulière, un peu enregistrée à cause de la visite du Premier ministre. Et vous la voyez, la petite terrasse qui est tout en haut, on voit la lumière. Eh bien regardez, ce sera le plateau tout à l'heure du journal présenté par Dominique Patinec qui reviendra sur les aspects un petit peu plus économiques de ce salon, à la fois en termes d'emploi pour Stelia, avec Dominique Durand, le patron de Stelia Aerospace du côté de Méholt. N'hésitez pas à venir, c'est jusqu'à dimanche, c'est ouvert au public. Et franchement, Gontran, on n'a pas envie de rentrer. Alors du coup, j'hésite à rentrer dans l'avion et à me dire que puisqu'on est venu en 350, ce serait peut-être pas mal de rentrer avec la 380. Donc eh ben, on va se quitter avec cette image. Je vous dis salut Gontran, et puis moi je file à Toulouse, et puis je vous retrouve peut-être lundi pour présenter l'émission. Merci à tous et à lundi 9h50. Merci Thibaut, bon week-end et bon vol là, dans cette A380, donc je ne me suis pas trompé, voilà, je ne me suis pas trompé d'avion. Il nous reste quelques secondes juste pour vous rappeler que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet, cette émission exceptionnelle consacrée à l'aéronautique et à la 350, le site hdf.france3.fr, rubrique 9h50 le matin, et puis sur Facebook, puisqu'elle était diffusée exceptionnellement sur notre page Facebook de France 3 Picardie. Julien, rapidement, une photo, il nous reste 20 petites secondes, hop, si on a le temps d'en voir une. Voilà. Quelques photos d'animaux qui nous ont été envoyées, voilà, des animaux qui ont subi eux aussi la chaleur, notamment le chien de Sandrine, le chat Lewis de Nathalie et un chevreuil de Julien. Eh ben, merci à tous pour ces photos, on vous souhaite à tous un bon week-end, on se retrouve lundi pour un extérieur à Piquigny pour découvrir le château. Bon week-end, bonne journée à tous.